là, tu vois, sur les bagues qu'on dit d'engagement, j'ai un a priori assez, plutôt une position très très claire, c'est que effectivement, ça doit être offert par l'amoureux. La transformation digitale, la transformation numérique, la transformation économique de la bijouterie, elle va être permanente. Mais je pense qu'en termes de prise de conscience, il faut que les professionnels, les entreprises, quelles qu'elles soient, prennent conscience que le danger, je veux dire de demain, non, d'aujourd'hui, c'est les cyberattaques. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je reçois une femme brillante, Sandrine Marco, la présidente de l'UBH. Bonjour Sandrine. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir au bout de mon micro. Et moi aussi. Alors, l'UBH, ça veut dire quoi exactement ? Alors, c'est l'union de la bijouterie horlogerie. Ça veut dire que t'as toujours rêvé des bijoux depuis que t'as 2 ans, non ? Oui, même depuis que je suis née, en fait. Oui, en fait, les bijoux, je crois qu'honnêtement, toutes les filles adorent les bijoux. C'est transmis souvent par la maman, par la grand-mère. Voilà, en fait, comme beaucoup de filles, moi, je suis issue d'une famille où les femmes portaient des bijoux. Donc, oui, quand j'avais 2 ans, certainement, allez, 3 peut-être, je m'amusais non seulement à porter les talons de ma mère, mais en plus à mettre ses bijoux. Bon, elle apprécie pas trop parce qu'effectivement, les 3 quarts du temps, je les perdais, quoi. Je les faisais passer sous le lit. Mais évidemment, oui, c'est une passion qui se déclenche assez vite chez les petites filles, assez souvent, oui. Alors, ton premier souvenir de bijoux, ou ton premier bijou, c'est lequel ? Alors, en fait, c'était la bague de fiançailles de ma mère, qui était finalement un gros solitaire. Et alors, j'étais fascinée par ce solitaire à son doigt. Elle avait le solitaire et puis, évidemment, son alliance. Donc, je me disais toujours, waouh, j'adorerais avoir une bague comme ça. Et le comble, c'est que je ne me suis jamais ni fiancée, ni mariée. Donc, je n'ai jamais eu de solitaire. Mais j'ai d'autres bijoux, en fait. En même temps, on peut s'acheter tout seul. Hein. Le solitaire, oui. Il est tout seul. Donc bon, voilà. Oui, absolument. Alors, oui, pour moi, alors là, tu vois, sur les bagues qu'on dit d'engagement, j'ai un a priori assez, plutôt une position très, très claire. C'est que, effectivement, ça doit être offert par l'amoureux. Voilà. Dans ma tête, les bagues d'engagement, moi, je n'y touche pas. C'est-à-dire, je vais m'acheter des petites bagues un peu sympas, des bracelets, des choses comme ça. Mais les bijoux d'engagement, j'attends qu'un amoureux veuille bien me les offrir, en fait. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Si je me souviens bien, t'as pas du tout commencé par le bijou. Ah non, pas du tout. Alors moi, j'ai un parcours qui est très éclectique. Donc déjà, j'ai une formation à la base, un master en ressources humaines, donc bien spécialisé. Puis je suis partie sur un MBA, sur plusieurs masters très différents des ressources humaines, justement pour compléter un petit peu ce parcours-là. Et on peut dire que j'ai surtout évolué dans des milieux très masculins. L'entreprise pendant 15-17 ans, donc là, à des postes d'adjoint de direction, parce que j'étais quand même relativement jeune, et puis un poste de direction générale à 35 ans, où j'ai dirigé un centre de formation. Et puis là, ça a commencé à se masculiniser sévèrement avec la Fédération française de foot. Et j'ai enchaîné une direction générale de la Fédération française de la carrosserie. Alors là, on est dans le secteur automobile, effectivement, peu féminisé souvent dans les instances. Alors dans une fédération, comme on est une fonction, souvent on apporte des fonctions support. Là, effectivement, on retrouve pas mal de femmes, justement, en termes de gestion.
Mais dans les entreprises, à l'époque, qui étaient mes adhérentes, effectivement, les boards étaient peut-être à 80%, 90% masculins. Donc là, j'arrive dans la bijouterie, alors qui est un milieu où, en tout cas, nous, dans notre conseil d'administration, on est arrivé quasiment à la parité. Donc, alors, féminin par le produit, souvent encore masculin dans les boards. Mais voilà, ça se détend un petit peu, on va dire. Voilà. Et du coup, l'UBH, tu arrives quand? Il y a à peu près 7 ans et demi maintenant, juste au moment où la structure vient de fusionner. Enfin, où l'UBH est créée par la fusion de l'ancienne fédération HBJO et de Saint-Éloi. Donc, ce sont en fait deux entités qui se rassemblent à ce moment-là. La fédération représentant plutôt les indépendants, on dirait plutôt les plus petits, et Saint-Éloi, lui, représente plutôt les gros commerces associés, etc. Bon, j'arrive dans ce monde-là qui est un petit peu, qui est très différent de ce que j'avais vécu jusqu'alors par le produit, et effectivement, on met en place cette structure qui finalement rassemble l'ensemble des bijoutiers, en tout cas des typologies de bijouterie en France. Et voilà, au bout de bientôt 8 ans, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'on a un syndicat qui est très très fort, extrêmement représentatif. Et ça, c'est ce qui est important aussi devant les pouvoirs publics, les institutions, etc. C'est en fait ce qui nous donne ce poids et cette écoute que l'on a quand on a besoin de se faire entendre. Donc justement, par rapport à la loi française, il faut être un syndicat pour pouvoir interpeller le pouvoir. Alors oui, il faut être surtout, on va dire, représentatif. Alors en fait, c'est représentatif de deux façons. On est représentatif pour nous négocier tout ce qui est convention collective, tout ce qui est politique de branche, en termes de formation, en termes de négociation sociale. Donc là, on est ultra représentatif et là, ouais, t'es obligé effectivement de montrer patte blanche et donc de montrer que tu détiens au moins plus de 8% des salariés de ta branche. Nous, on est à 68, donc voilà, on est ultra représentatif. Mais ça, c'est une obligation et ça donne une légitimité, effectivement, quand tu négocies, que tu signes des accords de branche. Et puis après, tu as cette représentation où on sait que ton syndicat représente, par exemple, plus de 50% du panorama des entreprises françaises. Et oui, quand tu vas à Bercy négocier ou que tu dois parler à Bruno Le Maire pendant le Covid ou à sa direction de cabinet, etc., ouais, là, tu es légitime parce que tu représentes quand même un gros poids de ton activité professionnelle. Et du coup, un syndicat de la joaillerie, le job en ce moment, c'est quoi? Alors, le job en ce moment, il est très varié. Donc, on est toujours très vigilant vis-à-vis du Covid. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un système d'info permanente, en tout cas sur tout ce qui est conditions sanitaires dans les entreprises, puisque là, on va dire que c'est le point de vigilance du gouvernement à l'heure actuelle. Autre point de vigilance, tout ce qui est éventuellement soutien aux entreprises. Alors pour l'instant, le quoi qu'il en coûte est quand même partiellement, je dis bien partiellement terminé, mais tout ce qui est volet économique en fait est un fil rouge. L'autre fil rouge, c'est la sécurité. Mine de rien, ça c'est quelque chose qu'on ne relâche pas et qui se transforme aujourd'hui en cybersécurité. Tous les points en fait qui peuvent nous impacter. On vient de terminer les assises du commerce avec Bercy, donc on est en train d'émettre un grand nombre de propositions, aussi bien de transformation du commerce que de fiscalité, que de développement de compétences, donc politique de l'emploi. Donc, c'est des sujets extrêmement variés, également politique territoriale. Donc, en fait, on a été sur tous les fronts là pendant 15 jours avec Bercy. On a fait un grand nombre de propositions. Donc, on n'est pas les seuls, évidemment. Toutes les fédérations en lien avec le commerce étaient partie prenante, étaient autour de la table. Donc, on attend de savoir ce que va donner cette grand-messe. Mais voilà, donc on est en permanence, en fait, comme je dis toujours, l'image que je donne dans une fédération, c'est en fait le hamster qui est dans sa boule. Et il roule tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon, il y a toujours plein de sujets. Et il faut à chaque fois les prendre au vol. Et justement, pour les joailliers qui sont dans l'UBH, aujourd'hui, les problèmes, c'est quoi? Le problème qui est là depuis un certain nombre d'années, c'est la transformation des modes de consommation. Ils se sont d'ailleurs très bien transformés vis-à-vis de la digitalisation. En tout cas, il y a une transformation numérique au sein des bijouteries qui est assez notoire et efficace, mais en fait, maintenant, elle est perpétuelle. C'est pas parce qu'il y a eu le Covid qui a accéléré le phénomène qu'il faut se dire, bon, bah voilà, ça y est, c'est passé. Non. Alors, la transformation digitale, la transformation numérique, la transformation économique de la bijouterie, elle va être permanente.
Tu as des enjeux de formation, tu as des enjeux de prise de conscience, tu as des enjeux aussi de capacité à se transformer, d'agilité. Aujourd'hui, on voit bien que beaucoup sont entrés dans le mouvement, parce qu'honnêtement, c'est une vague infernale et qui n'est pas prête de s'arrêter. D'autres ont un peu plus de mal, parce que c'était des affaires un peu plus anciennes, un peu plus conservatrices, etc. Et là, effectivement, on bandit le panneau « Attention danger », parce qu'il y a quand même une véritable nécessité à être visible, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. T'es pas obligé d'avoir un site marchand, loin de là, mais à minima quand même un site vitrine. Il faut qu'on te voie sur Internet, il faut être vu. Si on n'est pas vu, on n'existe pas. Et ça, c'est une réalité. Alors si on va être vu pour son petit bassin, à un moment donné, le petit bassin, il va plus être suffisant pour vivre en fait. Mais alors, à partir du moment où il y a une grande digitalisation, où on se fait voir partout, le problème peut-être, c'est qu'on n'est peut-être pas prêt à faire des livraisons à Londres, à New York, où on n'est pas bon pour ces marchés-là. Est-ce que ça, c'est un problème et est-ce que ça, on peut le résoudre? Alors, sur l'export, j'ai envie de te dire, effectivement, c'est pas la question n'est pas très prégnante, en fait, pour nos bijoutiers, qui sont plutôt très implantés sur le territoire français. Bon, après, on a effectivement des grands groupes qui regardent un peu plus à l'international, mais j'ai envie de te dire que sur notre cœur de magasins et d'activités retail, c'est vraiment le marché français qui est très important. Certains vont exporter un petit peu, commencent à s'intéresser justement à élargir leur activité à l'international. C'est quand même pas la majorité de nos adhérents. Et ça veut dire que c'est pas parce qu'on est digital que automatiquement le marché international va s'ouvrir. Non, pas du tout. En fait, ça va être, par contre, ça peut être un tremplin. Et ça peut être effectivement, aujourd'hui, une vraie voie pour se développer à l'international. Mais il faut y mettre des moyens. Parce que comme tu le sais, qu'est-ce qui fait que tu réussis aussi sur le digital? Bon, premièrement, ça veut dire que tu as un site internet qui est absolument génial, mais c'est surtout que tu es très, très bien référencé. Or, les référencements coûtent très, très cher. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, ça veut dire qu'il faut mettre quand même de gros moyens. Et quand tu décides d'aller à l'international, ça veut dire que tu mets en place une véritable politique d'internationalisation et il faut mettre des moyens derrière. Donc certains, effectivement, commencent à y réfléchir, à y travailler. Voilà, ça n'est pas la majorité aujourd'hui de nos bijoutiers français. Alors, les bijoutiers français, autre problème, il y a eu le Covid, Est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce que l'UBH a contribué à faire? Alors, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience sur la nécessité de se transformer au plan digital, au plan numérique. Nous, on poussait, on en parlait. Moi, pour te dire, ça va bientôt faire 8 ans que je suis à l'UBH. Ça fait 8 ans que j'en parle. Donc, à travers des congrès, des conférences, etc., des matinales digitales. Alors, malheureusement, c'est toujours les mêmes personnes qui sont intéressées et souvent ce sont celles d'ailleurs qui n'auraient pas besoin d'être accompagnés, qui ont déjà pris conscience, etc. Et en fait, c'est tout le drame, c'est que souvent, ceux qui n'ont pas encore bien compris l'intérêt, viennent pas à ces événements. Donc en fait, on n'est plus dans le cercle vertueux, là, on est malheureusement dans le cercle un peu vicieux. Bref, on peut pas pousser les gens à s'intéresser à ces sujets-là. Mais clairement, nous, on va dire que depuis que l'UBH existe, il y a une vraie tentative de faire prendre conscience aux détaillants que d'abord, les modes de consommation se sont transformés et que donc, comme ils se transformaient, il fallait rentrer dans le digital aussi pour y répondre, puisque c'était une des réponses qui émergeait de manière absolument phénoménale. Bon, petit à petit, on a vu quand même qu'on s'y mettait. Et le Covid est arrivé. Alors, comme on dit toujours, il naît des grandes crises, parfois, il naissent de grandes opportunités. Et là, effectivement, par la force des choses, la tête devant le mur, on se dit, effectivement, il faut que je digitalise. Alors, ça n'a pas été la panacée. Il ne faut pas non plus croire que le click and collect, c'est ce qui a révolutionné les ventes. Mais en fait, ça a aidé, premièrement, le bijoutier à se digitaliser, à appréhender son business d'une autre façon pour l'après-Covid. Alors, pour l'après-Covid, c'est un grand mot parce que je pense qu'on n'est pas sorti, même très très loin de là. Mais ça l'a forcé, en fait, à utiliser ces outils et à voir qu'effectivement, ils étaient vraiment une opportunité, une voie d'opportunité très importante à développer. Donc, et qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire que juste avant qu'on soit confiné, je suis partie faire un retail tour avec une société spécialisée dans les analyses retail. Je suis partie en fin janvier 2020 à New York, à la NRF. C'est en fait ce qu'on appelle the Big Retail Show et qui est en fait l'événement mondial du détail dans le monde. Et donc là, on a découvert, moi je m'attendais à voir, je sais pas, des enseignes. On ne savait pas trop ce qu'on allait voir. Ça a été très simple. On est arrivé 895 exposants de la tech.
Et toutes les grandes maisons, boîtes de la tech étaient présentes, y compris la French Tech. Et à l'époque, on travaillait déjà, nous, UBH, à certains partenariats. Et on a scellé là-bas un partenariat entre, on va dire, une boîte qui faisait des chatbots, carte bancaire, et un de nos détaillants pour tester effectivement certaines applications, certaines problématiques sur l'abandon de panier. On noue là-bas ce partenariat et on se dit, ça marche super bien, c'est intéressant, on commence à prolonger, paf, arrive le 17 mars, on est confiné. Et Vivatech nous contacte à ce moment-là, disant, écoutez, en juin, normalement, on fait le Vivatech, etc. Ça serait bien que vous proposiez en avant-première mondiale ce dispositif parce qu'il est juste génial. Et puis, Vivatech se tient pas, évidemment. Donc, le dispositif, on n'en parle pas. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il est tout à fait efficient et que ce détaillant qui a travaillé là-dessus, a réussi à transformer effectivement le projet qu'on avait mis en place. Donc, c'est intéressant parce que il faut bouger aussi. Si je peux donner un conseil à des gens qui voudraient intégrer une organisation professionnelle, il faut bouger, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. On fait pas des voyages d'agrément, quand on part 4 jours à New York, c'est crevant. Il y a le décalage horaire, on dort 6 heures par nuit parce qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à voir. Mais il faut aller voir. Enfin, j'ai envie de dire, quelle que soit la structure, l'entreprise, le syndicat professionnel, allez voir, bouger, allez dans les salons à l'étranger, allez voir ce qui se fait parce que c'est de là-bas, en fait, que l'on puise nos innovations. On est français, on est super arrogant. Non, on n'a pas tout découvert. Il y a plein de choses qui se font dans le monde, parfois des petites innovations qui sont extrêmement impactantes et vraiment, j'invite les gens vraiment à bouger. Si le Covid le permet, bien évidemment, parce que c'est très contraignant aujourd'hui de bouger, on est bien d'accord. Il se fait des choses en Europe, ils se font des choses en Europe qui sont assez sympas encore aujourd'hui. Les États-Unis sont encore ouverts pour l'instant. Alors l'Asie, c'est plus compliqué, mais voilà, en fait, il faut bouger, il faut ouvrir, c'est open mind, il faut ouvrir son esprit et il faut surtout pas hésiter à aller parcourir le monde pour ramener vraiment de belles solutions chez nous. En dehors de ce salon aux États-Unis, quel salon tu conseilles alors ? En Europe, tu as de très très beaux salons. Alors on va parler de Feu Baselworld, qui n'existe plus, mais Inorgenta est un très beau salon de la joaillerie, Vicenza aussi, le PHJ aussi. Il y a quand même de très très beaux salons en lien avec la bijouterie. Après, moi, j'aurais tendance à dire aux gens d'aller voir aussi d'autres secteurs d'activité. C'est intéressant de ne pas rester enfermé dans sa propre activité. Moi, j'ai découvert un salon que j'ai trouvé absolument génial, qui est le salon du Made in France. Maison et Objets est un très beau salon en France également. Il y a des salons technologiques également, un salon qui se fait à Lyon souvent au mois de juin, qui est vraiment sur tout ce qui est technologie additive. Il faut aussi sortir de sa zone de confort et aller voir des salons auxquels on n'est pas habitué à aller et qui donnent en fait des idées. Ça permet de transférer un certain nombre d'idées pour sa propre activité professionnelle. Donc en fait, il y a plein de choses. Alors en même temps, on peut pas sortir tout le temps. On peut pas faire que ça. Il faut prioriser, mais je pense que c'est vraiment important de sortir de son magasin, de sortir de son entreprise, de sortir de ses bureaux pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Chez les joailliers, je veux dire intramuros, est-ce que du coup le parcours a changé en dehors du digital, le physique ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, qui vont évoluer, qui sont importantes aujourd'hui ? Oui, on voit certaines de nos bijouteries qui se sont, on va dire, ultra modernisées, qui offrent une expérience client extrêmement aboutie. Le client est devenu hyper difficile. Alors le client, je pense qu'il va falloir aussi lui dire qu'à un moment donné, on peut pas tout avoir. C'est-à-dire, on peut pas parler responsabilité sociétale et vouloir être livré en 10 secondes, et puis finalement vouloir retourner le colis parce que ça nous plaît pas, et puis tiens, vouloir rouge parce que finalement la commande est en noir et ça nous plaît pas. Non. À un moment donné, le client va falloir aussi qu'il arrête ses caprices, mais il n'empêche que on doit, en magasin, proposer une expérience qui soit de toute façon différenciable et différenciée de celle qu'on a sur le net. Alors aujourd'hui, c'est pas compliqué. Le net, pour moi, n'apportera jamais l'expérience qu'on peut avoir en magasin. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on pousse aussi nos bijoutiers à offrir une expérience client, un parcours d'achat en magasin qui soit le plus unique possible, en fait. Et c'est vrai que chaque client étant unique, il est important d'adapter le discours, d'adapter le conseil, etc. Donc ça, c'est vraiment majeur. Il y a eu des progrès vraiment très notoires qui ont été faits de ce point de vue-là, vraiment absolument importants. Avant, l'expérience client, c'était pas quelque chose qui était forcément intégré, était plutôt standardisé. Et là, maintenant, on la personnalise de plus en plus, et ce qui fait qu'on arrive à avoir, en plus de l'aménagement du magasin qui est extrêmement classieux en fait, adapté, on a une expérience client vraiment complète, et de plus en plus, en tout cas dans les bijouteries, on le voit de manière très claire.
Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi un troisième sujet qui est celui de la sécurité. Oui. Qu'est-ce qui change? Est-ce que maintenant il y a plus de braquage, il y a plus de sécurité pour le transport, etc. Qu'est-ce qui change dans les conditions et qu'est-ce qui est en train de se développer? Parce que tu disais que c'est un point méga important. Alors, les braquages, effectivement, et ça c'est malheureusement, on va dire, le fait des médias, mais dès qu'il y a un braquage, ça y est, c'est vraiment le bas de combat, c'est la cata, ça augmente, etc. Non, ça ne fait que baisser. Ça ne fait que baisser depuis 10 ans. Il y a 10 ans, on était, pour te donner une idée, à peu près à 875 faits par an. Alors, faits, c'est pas que du braquage, hein, c'est des incivilités, c'est des vols par ruse, etc. Mais on était à 875 faits. C'est juste colossal. On est à peine à 40 aujourd'hui. Ok, dont acte. Ça veut dire quand même que des progrès absolument flagrants ont été faits. Alors, à différents niveaux, hein, bien sûr, l'équipement des bijouteries, les sas, les vitrines sécurisées, la façon de disposer les bijoux, la vidéosurveillance, la relation aussi avec les forces de police. On a quand même aujourd'hui des référents police partout en France, donc des rondes très régulières. Donc voilà, après, on peut pas tout empêcher. Enfin, on a quand même sévèrement bouclé en fait ce sujet-là avec quand même une baisse notoire. Non, ce qui moi m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui va être cybersécurité. Et alors là, on a affaire un peu à un no man's land. Alors, pas en termes de solutions, parce qu'elles existent, elles sont très efficaces, mais je pense qu'en termes de prise de conscience, il faut que les professionnels, les entreprises, quelles qu'elles soient, prennent conscience que le danger, je veux dire de demain, non, d'aujourd'hui, c'est les cyberattaques. Les datas, le fonctionnement d'une entreprise. Aujourd'hui, tout est, j'ai envie de dire, digitalisé. Et en fait, c'est ce que j'ai expliqué quand on a aidé, nous, les bijoutiers, à se digitaliser. Attention, le pendant de la digitalisation, c'est la sécurisation. Autant, effectivement, le magasin peut être toujours en proie à des braquages, ça peut toujours arriver, à des cambriolages. Autant, il va être de plus en plus soumis à des problématiques cyber. C'est-à-dire qu'on peut piller son fichier client, on peut piller tout son système de data analysis et on peut bloquer tout son système de fonctionnement. C'est arrivé, hein. C'est-à-dire quand vous avez des systèmes de fonctionnement centralisés, clac, on pose un cryptovirus dessus, ça bloque la caisse, ça bloque la gestion des stocks, ça bloque tout ce qui est même encaissement, etc. Donc l'enjeu, il est crucial. Alors, et on le sait très bien, nos plus gros succursalistes, nos plus grands groupes aujourd'hui sont très aboutis dans ce secteur-là. En revanche, quand on parle aux détaillants de cybersécurité, on doit employer un gros mot parce que c'est quelque chose qui encore a du mal à passer. Pourtant, c'est très simple. Je mets un mot de passe. Je n'ouvre pas n'importe quel mail. Je forme mes salariés à la protection cyber parce qu'il existe des formations toutes simples qui évitent le phishing, qui évitent d'ouvrir un mail un peu tendancieux. Et ça, c'est super important. Je fais également des sauvegardes. J'en fais au moins une toutes les semaines, des sauvegardes externalisées. Voilà. Donc, il y a des réflexes basiques qui ne sont toujours pas faits aujourd'hui, avec un risque majeur de tuer tout simplement une activité. Ça peut tuer une activité parce que, sans parler de la rançon, alors là, c'est à voir avec les compagnies d'assurance qui aujourd'hui se positionnent quand même beaucoup sur des prestations pour venir en aide aux entreprises en cas de cyber. Ouais, ce sont des ransomware, ce qu'on appelle des ransomware en fait. Tu as des cryptovirus et on te dit, le hacker te dit, écoutez, si vous voulez retrouver vos données, vous nous payez, je sais pas moi, 5 000, 10 000 euros, on vous renvoie les données. Donc ça, c'est un choix. Alors en général, il faut pas le faire. Pourquoi ? Parce que les données ne seront pas transmises dans leur totalité. Mais ça veut dire que derrière, il faut avoir effectivement soit un back-office, soit une société qui gère toute cette sécurité informatique pour vraiment derrière bien secourir entre guillemets, et une compagnie d'assurance aussi qui joue le jeu sur ce type d'infraction. Oui, ça c'est vraiment tout un nouveau monde qui s'ouvre. Alors c'est un nouveau monde, mais en fait finalement il vient avec la digitalisation. En fait cette digitalisation, mais moi ce que j'ai toujours dit que c'était absolument génial, Internet, le truc c'est top. Sauf que l'enjeu des années 2020, alors je suis pas je suis pas médium, mais l'enjeu des années 2020, ça serait la sécurisation effectivement informatique, digitale, bureautique. C'est très bien de digitaliser, tout digitaliser, bientôt on va avoir les voitures, machin, mais est-ce qu'on a pensé à la sécurisation de tous ces objets, cette technologie Internet qui nous fragilise considérablement le jour où on va avoir effectivement des pirates informatiques qui vont tout bloquer, tu pourras plus ouvrir ta maison, tu pourras plus ouvrir ta voiture. Voilà, j'espère que les hôpitaux aussi ont des systèmes sécurisés. C'est ce qui nous pend au nez. Donc en fait, le pendant de la digitalisation, qui est un truc super, c'est vraiment la sécurisation.
Est-ce que tu vois un autre point à développer comme ça pour parler aux joailliers ? Non, moi, ce que je peux dire aux joailliers, c'est qu'ils font effectivement aujourd'hui un magnifique métier, qui est un métier ancestral, qui est un métier absolument magnifique, qui se confronte aujourd'hui, mais comme beaucoup d'activités finalement, à une modernité qui n'est pas sans danger, mais qui offre aussi énormément d'opportunités et qu'il est important, quand on a un commerce, quand on a une joaillerie ou autre, eh bien d'évaluer et l'un et l'autre, c'est-à-dire ces opportunités, ces menaces, et de travailler dessus. C'est-à-dire, je peux développer aujourd'hui, j'ai des multiples façons de développer mon business. Tu parlais tout à l'heure de l'international, et effectivement, pourquoi pas, via Internet, ça c'est. Mais attention, il y a aussi de vrais dangers auxquels il faut être sensible. La cybersécurité en fait partie. Et donc, à partir du moment où on a sécurisé son business sur Internet, on peut être le roi du monde. Alors maintenant, je vais te poser la dernière question, la question gimmick que je pose à tout le monde. Si une jeune femme voulait faire comme toi, qu'est-ce que tu lui conseilles ? Alors, ce que je lui conseille, j'en ai un petit peu parlé pendant toute l'interview, c'est d'être ouverte. Bon, en fait, dans ce métier, il faut quand même avoir un certain nombre de connaissances. C'est évident qu'il faut connaître le monde des entreprises, il faut connaître le monde des institutions. Donc, je lui conseillerais déjà d'être dynamique, parce que parfois, c'est un métier qui peut être extrêmement fatigant. Comme je le disais, on est sur tous les sujets. Il faut être sur tous les sujets, parce que déjà, intellectuellement, c'est passionnant, mais c'est surtout que les entreprises ont besoin. Elles sont au quotidien dans leur boulot, donc elles n'ont pas le temps toujours d'aborder tous les sujets. Je lui dirais aussi de s'emparer de la question sociétale. On est en train de s'en emparer, évidemment, mais si c'est une jeune femme, elle est d'une génération pour qui, effectivement, les enjeux de sauvegarde de la planète, de sauvegarde de la vie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je lui dirais de se focaliser beaucoup sur ça, parce que de ces transformations, c'est la transformation qui arrive, comme la digitalisation est arrivée, mais aujourd'hui on arrive sur une transformation en fait éco-responsable. Elle va structurer le monde dans les 50, 100 ans à venir. Elle est d'ailleurs majeure pour qu'on arrive aux 100 ans à venir, parce que je crois que vu la course infernale que l'on a entamée sur la surconsommation, il va falloir vraiment trouver les comportements et les moyens adéquats pour éviter les catastrophes d'ici là. Voilà, donc je lui dirais de conserver son dynamisme, son ouverture d'esprit, et puis de porter des bijoux, puisque effectivement c'est ce qu'elle porte comme image. Et c'est d'aimer son métier. Eh bien Sandrine, je te remercie. On a réussi à arriver au bout de cette interview au milieu des travaux, et ça n'a pas été facile. Oui, absolument. Bon, vraiment, bravo. Merci à toi en tout cas. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Sandrine Marco sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast Il était une fois le bijou est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous avec Brillante sera le 20 février. Et la semaine prochaine, je vous retrouve sur le podcast Le bijou comme un bisou. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces et des étoiles. Et maintenant, c'est aussi possible sur Spotify. Et c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À dimanche prochain et soyez brillantes.